Et je remercie donc Frédéric Abécassi de jouer ce jeu, d'essayer de faire remonter à partir de son expérience d'historien sur des questions liées à l'immigration, aux interactions entre la société française, le monde arabe, sur des questions de post-colonialisme, mais aussi des questions de religion, d'identité, de féminisme, de place des femmes, de montrer comment est-ce que le métier d'historien rencontre des questions de ces sociétés, mais aussi a des enjeux politiques parfois qui sont mobilisés par les pouvoirs et interagit dans ce contexte d'une démocratie pluraliste. Donc vous êtes maître de conférence à l'ENS Lyon, laboratoire Lara, et vous avez aussi des actions citoyennes qui sont liées à votre recherche, mais j'imagine que vous allez plutôt vous concentrer sur votre recherche, enfin, on va voir. Voilà, merci Sarah de cette présentation. C'est effectivement comme un témoignage qu'il faut prendre cette présentation, un témoignage sur le lien entre réflexion épistémologique au sens tout simple de ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et les enjeux éthiques de ce qu'on fait. Le titre que j'ai choisi pour cette intervention, donc l'historien, conseiller du prince ou thérapeute des sociétés, c'est un sujet que j'ai donné il y a une dizaine d'années à plusieurs reprises au CAPES d'histoire, dans une épreuve pour laquelle les candidats étaient invités à exercer une certaine réflexivité sur leur métier. Et ce sujet était assorti donc d'un texte de Plutarque sur la vie des hommes illustres et les exemples et les modèles que les dirigeants étaient invités à prendre pour assurer la bonne gestion de la cité. Et puis d'un texte de Michel de Certeau qui s'interrogeait sur les pratiquants du quotidien. Il y a un terme depuis hier dont je me demandais s'il allait apparaître ou pas, c'est celui de casuistique. Parce que il me semble qu'on est, dans cette réflexion sur l'éthique, on est au cœur des études de cas et de la réflexion sur ce que le cas individuel est susceptible de nous apporter. Et c'est pourquoi j'ai souhaité aborder cette question par une représentation du Collège des Jésuites du Caire, avec deux vues, une vue en 1895, où vous devinez, je pense, plus que vous ne la voyez, la caravane de chameaux sur le bord du canal d'Ismaïlia, une institution qui s'est mise en place et dont la dimension religieuse est affirmée par la photographie, et puis cette même institution, une quarantaine d'années plus tard, en 1938, le canal d'Ismaïlia a été et la caravane a été remplacée par une voie ferrée. Les arbres ont poussé, le bâtiment s'est élevé d'un étage et surtout c'est la modernité technique qui est affichée. C'est l'idée que ce collège de jésuites vous mettra en prise avec la modernité et la dimension religieuse paraît plutôt seconde. Alors tout ça pour dire qu'on est bien dans une réflexion qui pour moi relève de la contre-réforme au sens où l'institution demeure et le sens qu'on y investit doit continuer à signifier, à faire sens, mais le tout dans le fait que l'institution demeure. Alors, ma présentation, parce que comme on n'est pas devant un public totalement historien, je voudrais rappeler quelques jalons sur la naissance et le développement de la discipline historique en France. Ensuite, je soulèverai deux questions éthiques qui sont véritablement au cœur de la pratique historienne, mais aussi des enjeux démocratiques. Dans quelle mesure est-il légitime et jusqu'à quel point peut-on faire l'histoire de l'autre et dans quelle mesure peut-on parler au nom de l'autre? Et la deuxième question, c'est une question sur laquelle j'ai plus j'ai acquis finalement une forme de savoir-faire plus qu'une expertise
sur ce que peut l'historien et l'institution ou la discipline face aux blessures mémorielles. La première idée que je voudrais soulever, là je me mettrai sous le patronage de cette belle photographie. Alors je précise que le collège de jésuites que je vous ai montré et dont sont extraites les 3 photos d'archives que vous voyez là, c'est un collège où j'ai effectué mon service national il y a quelques années, maintenant, ça fait assez longtemps maintenant, mais c'est un lieu dont je n'étais pas familier je dirais où j'ai découvert que, en dépit de l'article 1 de la loi de séparation des églises et de l'État, l'État ne subventionne ni ne salarie aucun culte. Cette vérité pouvait être effective en métropole, mais ce n'était pas une vérité universelle, puisque, selon les mots mêmes de Léon Gambetta, au moment d'ouverture de l'école de médecine de Beyrouth en 1881, l'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation. Donc, et en même temps, donc, ça a été pour moi, qui venait d'une filière très, très laïque, enfin, j'ai parlé de l'ENS de Lyon, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais ça a été aussi la découverte d'un monde et une certaine séduction de ce monde, et je voulais me mettre un peu pendant un certain temps sous le patronage de cette photo que je trouve très belle et qu'on commentera peut-être plus tard. Alors, d'abord, je dirais que l'histoire de l'histoire, en tout cas la discipline historique professionnelle est liée en France à la fracture révolutionnaire et à la question de la résorption de la fracture révolutionnaire. D'abord parce que cette fracture révolutionnaire, elle induit immédiatement et comme tout grand événement historique, dans la simultanéité de l'événement, elle induit des lectures antagonistes et contradictoires et elle induit des postures contradictoires. Alors, des postures très vite qui s'affirment au moment de la Restauration, 1815, soit autour de l'idée que la fracture révolutionnaire n'a au fond été qu'une parenthèse et qu'il faut continuer comme avant, soit autour de l'idée qu'au contraire, elle a constitué un point de départ et une transformation profonde de la société, ou d'une certaine mesure, elle a ouvert l'avenir, et soit encore, et ça ce sera plus la démarche d'un Tocqueville, elle a induit l'idée que par-delà la fracture révolutionnaire, il s'agit aussi de réfléchir aux éléments de continuité et donc à la fois aux ruptures et aux continuités qui l'ont déterminé. Alors, l'histoire en tant que discipline, on peut dire qu'elle naît au moment mémoriel de la monarchie de Juillet, qui a une véritable politique mémorielle à ce moment-là. C'est la mise en place des archives nationales, c'est la mise en place aussi, donc l'arrivée, le surgissement dans l'espace public de la légende napoléonienne, l'arrivée de l'obélisque place de Luxor, etc. etc. Donc, ce moment romantique, ce moment des premiers historiens romantiques, alors quelques noms, François Guizot, Augustin Thierry, Jules Michelet, Adolphe Thiers aussi, donc ces historiens romantiques, ils s'interrogent sur la Révolution. Ce sont tous les noms que j'ai cités ont produit leur histoire de la Révolution française, mais en même temps, ils s'interrogent d'une façon tout à fait particulière, puisqu'il s'agit de partir à la recherche du peuple, à la découverte du peuple. Et la métaphore du peuple, à ce moment-là, c'est autour d'Augustin Thierry que ça se constitue. Ce sont les Gaulois, les fameux Gaulois d'Astérix le Gaulois et puis de la dernière campagne présidentielle. Les Gaulois comme figure du récit national, il faut la dater de la Révolution comme une forme de métaphore du peuple insaisissable, inaccessible,
dont Michelet va explorer les archives aux archives nationales pour partir à sa découverte, donc la femme, la sorcière, donc ces figures du peuple en révolution, et ce peuple dont on pressent, dont la société politique dit qu'il est le souverain, qu'il est désormais le souverain pour qui on doit travailler, pour qui la profession historienne doit travailler et qu'elle doit éclairer dans ses choix et dans ses orientations. Donc ce peuple qui est le nouveau souverain, c'est aussi un peuple opaque. Et je dirais que après le moment romantique, cette idée de résurrection de la vie intégrale de Jules Michelet, il y a un second moment de la fin du XIXe siècle qu'il faut pointer, des années 1870 et donc de la mise en place de la Troisième République aussi, qui est ce moment de la mise en place d'une structuration universitaire du monde historien et d'un moment où la profession quitte l'espace politique partisan, celui des postures, pour rentrer dans l'espace des laboratoires de recherche, se doter des règles d'une méthode. Alors c'est Charles Langlois et Victor Seniobos qui sont les deux promoteurs, 1898, les règles de la méthode historique, des choses que nous apprenons encore aujourd'hui à nos étudiants de L3, ou même de L1, critique externe, critique interne des documents, manière dont ils nous sont parvenus, manière dont on peut les interroger, et manière surtout, parce que l'épistémologie de l'histoire de ce point de vue-là n'a pas bougé, comment fait-on pour passer du document au fait? Le document ne vaut rien en lui-même, le document n'a pas cette fonction poétique qui peut faire les joies de l'analyse littéraire. Le document ne vaut pour l'historien que dans la mesure où il permet de passer de la trace au fait et de reconstituer le fait par la trace. Alors, les ruptures suivantes, elles sont doubles. Alors, vous avez sans doute entendu parler dans les années 30 de l'école des Annales, qui a été la véritable école historiographique française et qui a été d'une fécondité impressionnante jusque dans les années 50-70. Alors, l'école des Annales, en réalité, a induit un changement qui est moins épistémologique qu'un élargissement des questionnements, qu'un élargissement des sources, des sources écrites et officielles aux sources matérielles, aux sources statistiques. On est dans les années 1930, les années de la crise économique, et du coup, la discipline historique doit se constituer aussi en rivalité par rapport à deux autres disciplines que sont la sociologie et l'anthropologie. Donc elle doit affirmer qu'elle aussi sait faire des séries statistiques, archéologie, etc. Mais j'y insiste bien parce que les historiens des Annales ont renvoyé les historiens de la première moitié du XIXe siècle, on parlait d'eux comme des historiens positivistes. En réalité, il vaut mieux les appeler historiens méthodiques parce que c'est eux qui ont posé les règles de la méthode. La rupture épistémologique qui succède aux Annales, c'est peut-être celle des années 80, 70-80, autour de Georges Duby, moment où commence à se mettre en place. Alors, moment où l'histoire connaît un succès phénoménal, c'est le moment de la parution de la revue L'Histoire, qui est une revue de vulgarisation. C'est le moment où les Français s'interrogent sur leur passé et selon des modalités extrêmement diverses. Donc c'est aussi bien du Alain Decaux ou du Stéphane Bern que de la revue de vulgarisation. C'est aussi le moment de l'émergence et du développement de la généalogie. Mais la réflexion épistémologique qui se joue à ce moment-là, on en trouve la trace dans l'habilitation à diriger les recherches que passent les historiens, c'est la réflexivité, la dimension réflexive et le fait que
un historien, au moment de son habilitation, doit produire un essai d'égo-histoire pour... si vous voulez, c'est véritablement la révolution de la modernité. On évoquait hier Foucault, on pense à l'introduction des mots et des choses et les Ménines, où c'est le peintre qui s'inscrit lui-même dans le tableau qu'il est en train de peindre, et donc il ne peut s'abstraire de... donc c'est la caractéristique même de la modernité que le peintre ou l'historien ne puisse s'abstraire du tableau qu'il est en train de composer. Pour moi, le point d'aboutissement, c'est ce petit texte de Jacques Rancière, donc dans Les mots de l'histoire, essai de poétique du savoir, où il définit le triple contrat de l'historien. Et je dirais que ce petit texte, c'est un texte qui m'a véritablement accompagné tout au long de ma recherche et de ma pratique historienne, au sens où il définit donc un triple contrat, un contrat scientifique, découvrir l'ordre caché sous l'ordre apparent. Donc le réel n'est pas forcément celui qu'on croit, et il y a un ordre sous-jacent. Un contrat narratif, donc qui commande d'inscrire les structures de cet espace caché ou les lois de ce processus complexe dans des formes littéraires d'une histoire qui a un début, une fin, des acteurs. Et les acteurs, vous voyez qu'on peut être aussi bien dans l'acteur individuel, la biographie, que dans l'acteur collectif, la classe ouvrière, la paysannerie, qui sont les acteurs collectifs que les historiens des années 50 aux années 70 ont pu construire et mobiliser. Et puis un contrat politique qui lie l'invisible de la science, le lisible de la narration au contradictoire de l'âge des masses. Je saute directement à la citation de la fin parce que je trouve que c'est la plus belle. Du secret caché des multitudes et de la narration lisible pour tous et enseignable à tous d'une histoire commune. Et cette question-là d'une histoire lisible pour tous et enseignable à tous, cette idée d'histoire commune, j'ai essayé de la mettre en pratique de part et d'autre de la Méditerranée. Alors en restant d'abord en Égypte pendant 7 ans, j'y ai enseigné en fait pendant 7 ans, et j'y ai construit mon corpus de recherche. Et puis ensuite au Maroc où je suis né, où je suis retourné dans les années 2007-2011. Je reviens sur ce moment donc, de présence en Égypte, où j'ai enseigné donc, dans ce collège de la Sainte Famille, et où en même temps, donc, le matin j'enseignais, l'après-midi j'avais eu un accès complet aux archives et à la réserve du collège. Donc on était véritablement dans le don contre don. Et je suis tombé assez rapidement, alors non pas dans les archives du collège, mais ensuite aux archives du Quai d'Orsay, puis aux archives de Nantes, sur une affaire de conversion qui était assez singulière parce que c'est une affaire qui partait d'une institution comparable au Collège de la Sainte-Famille, une institution religieuse féminine, et qui, il faut imaginer, ce schéma c'est un peu des ronds dans l'eau, hein, ça fait des vagues, et j'en avais trouvé la trace jusqu'au ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay, avec des annotations d'Aristide Briand dans les archives. Donc l'une des questions était comment se fait-il qu'une affaire a priori intime, quand je demandais à des religieux, alors plein de mes préjugés, qui vous a converti, certains qu'on allait me répondre, c'est l'institution qui m'a converti. En fait, le religieux en question me répondait, c'est le Saint-Esprit qui m'a converti. Donc, la discussion était vite close. Donc, comment se fait-il qu'un événement intime et personnel se retrouve sur le bureau du ministre des Affaires étrangères français? Et quels acteurs cette polémique met-elle en jeu, et comment se construit un espace de prise de position et de position autour d'un événement singulier qui fait scandale dans l'Égypte des années 30, donc de 2 jeunes filles qui se convertissent. Alors je vous passe sur le fait qu'en fait, en gros, c'est ici seulement qu'on trouve l'élément féminin, et que c'est au fur et à mesure tout autour
que se cristallisent des pouvoirs éminemment masculins, religieux, et qui se construisent en opposition les uns aux autres, et qui finissent par cristalliser en position symétrique dans l'Égypte des années 30 deux nations ou deux communautés, avec tous les guillemets qu'il faut au terme, une nation-communauté catholique en opposition à la communauté juive, et l'une et l'autre étant de toute façon hors du champ du politique égyptien. Et donc j'étais bien autour de ce processus de conversion en apparence très individuel, autour d'un processus qu'on appellerait aujourd'hui un processus de communautarisation et de construction identitaire. Les choses se sont singulièrement compliquées lorsque, cheminant dans l'enquête, alors j'avais à peu près fini, donc je vous ai dit archives au Quai d'Orsay, archives à Nantes, et je vais, l'air de rien, à la congrégation religieuse féminine au Caire, qui me dit « mais on les connaît très bien, ce sont les sœurs juives, et il se trouve que c'était des amies de ma belle-mère, enfin que l'une d'entre elles en tout cas était une amie de ma belle-mère que j'ai retrouvée à Besançon. » Donc vous imaginez le choc terrible. Alors là on est dans quelque chose qui se joue, que les historiens partagent avec les sociologues. Ce choc très fort de quitter une jeune fille dans les archives, elle a autour de 18 ans, et de retrouver une vieille femme de 90 ans, totalement bouleversée par le schéma que je lui montre, ou en tout cas ce que je lui suggère, et un schéma qu'elle récuse viscéralement. Parce que son aventure et son histoire, c'est une histoire singulière, individuelle, c'est un cheminement où elle dit, comme Lustiger, je ne renie rien de mon passé, je suis effectivement, et elle a passé sa vie de religieuse en Syrie, au Liban, et ensuite en France, je ne renie rien de de ma judéité, et mon passage au catholicisme est un parcours linéaire et n'est pas un parcours de conversion, comme vous le dites. Et donc vous imaginez la violence du chercheur, du chercheur en sciences sociales qui dit à l'acteur que ce qu'il croit avoir vécu, ou ce qu'il a vécu, là il y a véritablement un conflit extrêmement fort, extrêmement lourd. Alors, conflit que j'ai retrouvé dans les archives des Jésuites. Alors, autant en termes d'institution, je pouvais poser les questions sur, on est dans une institution qui forme des élites et qui entend les former au service du développement d'un pays. Mais il se trouve que cette institution-là, par les jeux politiques, elle a formé des élites qui sont parties, qui ont quitté l'Égypte, et qui donc ont participé d'une forme de fuite des cerveaux dans un processus postcolonial. Et vous imaginez le type de cas de conscience que ça peut poser auprès de jésuites, alors là encore, qui me disent « Je suis arrivé en 1959, après donc la crise de Suez, j'ai été parmi les premiers Français à revenir en Égypte, et bien sûr, il n'était pas question d'aller dans ce collège qui nous paraissait sclérosé, vieillissant, bourgeois et très formaliste. Moi, je suis parti pour fonder des villages modèles en Haute-Égypte. Et je trouve dans les archives, un texte du supérieur, du provincial, qui dit on va former une jeune génération de jésuites, on va les envoyer s'arabiser en Haute-Égypte, et puis on les ramènera au collège 20 ans après. Et donc vous voyez, et là bien évidemment, je ne pouvais pas dire à la personne en question ce que j'avais trouvé dans les archives. Donc tout ça pour dire que quand on fait de la science, eh bien on est dans
quand on fait de l'histoire, on se retrouve, ou de la sociologie, on se retrouve dans une écrasante responsabilité vis-à-vis des acteurs, et que ces décalages entre les acteurs et les sociologues, bon, les sociologues connaissent ça très bien, c'est une des raisons pour lesquelles ils anonymisent tout, voilà, donc je voulais insister là-dessus. Je voulais passer tout de suite au troisième point, sur l'historien face aux blessures mémorielles, parce qu'il y a ce qu'on voit dans les archives et puis ce qu'on va restituer, et puis il y a, je vous raconte une anecdote, j'étais au marché de la Croix-Rousse entre 2000 et 2006, enfin 2000-2005, je demande à un maraîcher qui avait l'air de venir de la région, qui apportait ses produits, est-ce que vous avez de la coriandre? Et réponse, ah non, certainement pas, je n'ai pas de coriandre, si vous saviez ce qu'ils en font. Et c'est suivi un flot de paroles dans lequel se mélangeait, d'après ce que j'ai compris, à la fois le souvenir d'une intoxication alimentaire avec un tagine au mouton et des souvenirs de la guerre d'Algérie. Et la simple mention du mot coriandre réveillait ce traumatisme personnel. Alors, blessure mémorielle à ne pas confondre avec les usages politiques de la mémoire que peuvent faire des associations plus ou moins bien intentionnées, plus ou moins porteuses de cette mémoire. Mais je dirais, j'ai voulu commencer par cette anecdote pour vous montrer la force que peuvent avoir ces blessures mémorielles. Mais là encore, les psychologues connaissent ça beaucoup mieux que moi. Et vous raconter assez rapidement deux colloques que j'ai contribué à organiser, et au cours de prototypes, l'un en 2006, donc, que j'ai organisé à l'ENS de Lyon sur la guerre d'Algérie, enfin non pas la guerre d'Algérie, l'histoire franco-algérienne dans toute sa profondeur, y compris anté-coloniale, et un second colloque que j'ai organisé au Maroc, à Essaouira, autour de la question des migrations juives et de ce processus, alors du processus de construction communautaire. Pour donner quelques éléments de contexte, 2006, c'est un an après 2005 et la loi du 23 février 2005, dont l'article 24, si je me souviens bien, demandait aux historiens, ou demandait aux enseignants d'enseigner les aspects positifs de la présence française outre-mer. Et cette demande du politique, hein, on était dans une loi, cette demande du politique, la profession historienne s'est élevée contre, et elle s'est élevée dans le champ qui m'intéressait, ou dans le champ où je suis un peu actif, autour de la question de l'histoire franco-algérienne. Alors, deuxième élément de contexte, en 2005, on est dans la fin du premier mandat de Bouteflika, et on est aussi dans ce moment très particulier de réconciliation, de tentative de réconciliation nationale en Algérie, au terme d'une décennie qui semblait, ou en tout cas vu de métropole, semblait rejouer la guerre d'Algérie. Et donc, vous voyez bien que l'enjeu de ce colloque-là, comme celui d'Essaouira, c'était que la profession puisse avoir une parole autre que celle du politique, et autre que celle que souhaitait imposer, ou que cherchait à imposer aux politiques des lobbies de mémoire. Oui, le titre complet du colloque, c'est « Une histoire critique et citoyenne, au-delà des pressions officielles et des lobbies de mémoire ». Je crois que ça a été publié comme ça par la suite. Alors, voilà, en finir avec les pressions officielles et les lobbies de mémoire. Le colloque d'Essaouira,
c'était un contexte un petit peu différent. C'était un contexte où le Maroc, donc engagé dans une transition démocratique depuis l'avènement de Mohamed VI, s'interrogeait fortement sur son histoire. Donc après le passage, après tout le travail de l'instance équité et réconciliation et des témoignages sur les exactions perpétrées après l'indépendance, et donc ça, non seulement s'interroger sur son histoire, mais tendait à patrimonialiser son héritage juif. Et tendait à le patrimonialiser d'une manière, je dirais, assez inspirée par un certain sens des affaires et une forme d'opportunisme, au sens où il s'agissait aussi de drainer l'épargne de ceux que le Maroc considérait toujours comme marocains, de susciter un tourisme mémoriel. Je pense au plan Azur qui a fait passer en l'espace de 8 ans, de 2000 à 2008, le nombre de nuits d'hôtel de 2000 nuits d'hôtel à 2 millions de nuits d'hôtel à 8 millions de nuits d'hôtel en l'espace de quelques années. Donc de susciter un tourisme mémoriel et dans ce contexte-là, de patrimonialiser son héritage juif. Et donc là, la demande, c'était un peu chiche. Nous sommes des historiens professionnels, nous avons envie d'examiner cette histoire et de l'examiner à partir de l'un des événements les plus traumatiques, qui est l'effacement des communautés juives du monde arabe, et le Maroc n'y a pas échappé au cours des années 45 ou 48, 75. Et donc, poser en historien, et à partir du pays de départ, une question historienne. Et donc, comment on fait pour se constituer en profession? D'abord, on mise sur un pluralisme assumé, aussi bien sur le colloque Algérie que sur le colloque Maroc. On a rendu la chose publique très vite, et on a invité tous ceux, y compris les associations qui voulaient participer à cette entreprise-là, à s'inscrire dans la démarche et à participer au comité scientifique d'élaboration du questionnement, ce comité qui décide d'un point de vue stratégique qui sont les invités. Et alors, au-delà de cette question de tout le monde a droit à participer, et puis alors là, sur la question d'Algérie, on a eu clairement une frontière. C'est-à-dire qu'il y a des associations qui voulaient s'associer à la démarche. Pour moi, c'est une démarche du genre, du style fête de la fédération, vous voyez, ou renouvellement du contrat social. Et il y a des associations qui s'inscrivaient dans un refus. On ne touche pas à ça parce que c'est une histoire sacrée et c'est notre mémoire. Vous n'avez pas le droit de toucher à cette mémoire. Et c'est allé jusqu'à des menaces de mort sur des sites internet anonymes avant la tenue du colloque. Donc les deux ont été des colloques à forte tension. On a eu une manifestation du PJD qui n'était pas alors au pouvoir devant le Parlement de Rabat contre la normalisation avec Israël pour le cas du colloque d'Essaouira, puisque des chercheurs israéliens étaient invités officiellement. Donc assumer ce pluralisme et en même temps garantir la liberté de parole en faisant que le pluralisme est aussi un pluralisme des financements. Je vous donne un exemple sur comment garantir la liberté de parole d'un chercheur israélien qui est invité au Maroc, donc par le Maroc, qui finance en partie, et qui refuse que l'université de Tel Aviv prenne en charge son billet d'avion. Et donc on l'affiche... Et donc c'est là que le tiers et le centre de recherche à l'étranger peut tout à fait être utile, puisque c'est lui qui a pris en charge le billet de la personne en question. Vous devez votre hébergement au Maroc, mais vous devez votre billet à la France, donc vous pouvez dire ce que vous voulez.
Donc ça, cette question des financements est importante. Deuxième règle, unité, diversité du comité scientifique. Je dirais c'est un petit côté communauté de l'anneau, vous voyez, c'est l'idée que chacun est responsable devant ses instances et chacun peut tenir un discours. Donc on est dans le double langage permanent. Chacun peut tenir un discours à ses instances et se porte caution du groupe, et en même temps l'objectif reste commun et chacun en réfère au groupe. Et donc il y a des moments où ça casse, où ça peut clasher. Je dirais que le moment où nous sommes sentis tenus de mettre en place une charte, c'est un moment où il y a eu un clash et où une des institutions, le CNRS marocain, nous a abandonnés au milieu parce que faisant mine de découvrir la trop forte présence de chercheurs israéliens, et la directrice disant « je ne me sens pas en situation d'assumer ça face à l'université ». Donc, parce que ce serait de la normalisation de relations académiques. Et voilà. Dernière règle, métaboliser les tensions et la souffrance dans un dispositif de colloque, alors avec des séries de médiations qui se prolongent jusqu'à l'édition, jusqu'au travail d'édition, puisqu'il ne s'agit pas de... alors d'abord, importance de la dimension artistique au milieu. Il y a des moments festifs et musicaux où on évacue la tension. Il y a aussi de la binarité, ou enfin de la discussion contradictoire à tout moment, donc dans le compte-rendu des sessions, mais aussi dans le processus éditorial, où chaque texte est examiné en double. Et en même temps, une fois qu'on a accepté, validé des textes, il faut marquer une distinction entre des textes qui sont des textes mémoriels et des textes qui sont scientifiques. Et là, le rôle de l'édition est important. Mais il y a aussi toute une dimension de travail après les actes. Et la publication que je vous ai montrée sur le colloque Algérie, c'était une publication de compte-rendu du colloque à partir des contributions. Donc là encore, de la collégialité à plusieurs niveaux, et du coup des actions qui peuvent se prolonger de façon, et je reprends le terme de Jacques Rancière, à produire une histoire lisible partout et enseignable à tous. Dernier point, alors ce prolongement-là, je dirais que c'est ce qui m'a permis de mettre en place, puisque maintenant je m'occupe d'une revue qui s'appelle l'Année du Maghreb, et qui est un peu la revue de référence sur une revue de sciences sociales de référence sur le Maghreb, hier et aujourd'hui. C'est une revue qui est née du transfert à Aix de l'université d'Alger en 1962, donc vous voyez que ce n'est pas non plus n'importe quelle revue. Et l'enjeu, c'est de continuer à en faire une revue scientifique, et aussi, parce que nous y tenons et parce que c'était l'esprit une revue de coopération entre les deux rives de la Méditerranée. Je m'arrête parce que j'étais un peu long. Merci. Alors, merci pour cette présentation passionnante qui rejoint des points que nous avons déjà vus à partir de cette expérience d'être historien en Égypte, au Maroc et en France. Donc, ce qui me semble vraiment ressortir par rapport aux questions qu'on est en train de traiter, c'est ce lien entre science et démocratie, où le scientifique doit avoir conscience de la parole qu'il assume, de sa spécificité, par rapport à d'autres types de paroles, par exemple mémorielles ou politiques. Et là, avec un champ aussi où on rencontre d'autres États, c'est-à-dire que ce n'est pas une parole simplement française, c'est une parole qui rayonne tout autour de la Méditerranée, et où il y a beaucoup de bruit, je dirais, avec plein d'enjeux sur ce genre de paroles. Et je pense que c'est important de saisir l'enjeu de la science, de porter une parole qui a une vérité significative pour la démocratie, c'est-à-dire qui parle vraiment à des citoyens, et en même temps qui assume
sa légitimité, mais qui garantissent donc cette légitimité. Donc ça m'a semblé important, et on a rejoint quelques mots de conclusion de Catherine Bourguin sur la question de la discipline. Discipline qui est toujours en train de se rejouer dans des relations d'interdisciplinarité. Donc vous avez parlé de la psychologie, de la sociologie, des statistiques. Pour la génomique, on a vu aussi comment il y avait des rencontres entre disciplines qui se jouaient. Je pense que c'est un enjeu épistémologique très fort. Et puis, le dernier point, c'est sur les valeurs épistémologiques et contextuelles de la science, parce qu'on a vu comment est-ce que cette question de l'objectivité était toujours à garantir et constituer. Donc vous avez parlé du pluralisme, de la liberté de parole, qui sont les conditions épistémologiques nécessaires pour cette objectivité, et en même temps dans un contexte qui est effectivement très, très prégnant. Merci. Bonjour, Sylvie Alouche, maître de conférence en philosophie des sciences à l'Université catholique de Lyon. C'est pas véritablement une question, mais je voulais mettre en parallèle une petite expérience que j'ai eue par rapport à ce que vous disiez à un moment. J'ai eu la chance de pouvoir visiter l'île de Flores en Indonésie, et à titre de touriste, j'ai fait une petite expédition pour aller voir un village du peuple Ngada. Et en fait, c'était une expérience très intéressante parce que en fait, on était guidé par un membre de cette communauté, mais qui vit sur les pentes du volcan. Et lui était plus jeune et il était un petit peu, disons, entre guillemets, occidentalisé. Et en fait, on a été très étonnés parce que quand on est arrivé et qu'on demandait aux personnes comment ils s'appelaient, ils avaient des prénoms chrétiens, genre Joséphine. Et en fait, ils sont catholiques, mais en même temps, ils avaient des totems dans le village, des totems masculins, féminins, et dans le package, ils étaient censés organiser un rite de sacrifice de coq. Et en fait, voilà, donc là j'en viens au point, parce que vous avez mentionné à un moment la question que doit se poser le chercheur quand il vient faire la leçon aux personnes sur lesquelles il travaille sur leur expérience, disons culturelle et notamment religieuse. Et là, en fait, c'est un degré supplémentaire parce que ce jeune homme, en fait, leur faisait la leçon alors qu'ils avaient des pratiques parfaitement, qui leur posaient pas de problème. Ils faisaient à la fois des pratiques rituelles qui étaient héritées de leur culture et en même temps, ils étaient catholiques. Mais ce jeune homme qui avait reçu une formation, disons, d'ordre anthropologique, venait leur faire la leçon pour leur dire qu'ils étaient dans la contradiction. Et qu'en fait, leurs rites, c'était des rites religieux et donc ils ne pouvaient pas être à la fois dans ces rites-là et se prétendre chrétiens. Voilà. Donc, alors, juste, et ça peut faire le lien avec un autre point que vous avez mentionné, qui était sur le rapport de l'historien et de façon générale du chercheur en sciences sociales à la vulgarisation et à l'enseignement. Donc il peut aussi y avoir ce genre d'effet auquel il faut faire attention si c'est possible. Si je peux me permettre de répondre, ça a un effet totalement inhibant parce qu'effectivement, soit on se trouve en situation de donneur de leçons, soit on refuse absolument d'être dans ce type de situation, ce qui a des incidences alors aussi sur la carrière et sur la posture ou les postures attendues pour progresser dans la carrière aussi, c'est-à-dire et du coup mais ça on l'évoquera cet après-midi. Moi j'ai l'impression d'avoir un peu bifurqué vers un rôle plutôt d'écrivain public ou de science participative, voilà, mais tout en apportant des éléments de critique, mais aussi et surtout des éléments d'explication et d'élucidation de ce qu'on fait, et de ce qu'on est, enfin, et de l'histoire qui vous a fait.